XXe siècle. Il faut quand même rappeler que la Seconde Guerre mondiale a vu l'affrontement de trois blocs fascistes, dite démocratie occidentale, en fait, colonialiste, et le monde soviétique, qui chacune développait en fait une théorie biologique particulière. Hein. Le nazisme, c'était le racisme, évidemment, enfin, pseudo-théorie raciste. Les États-Unis, finalement, même dans leur opposition soviétique, après ont développé une théorie du tout gène, tout était inscrit dans les gènes, et qui, soi-disant, aurait vaincu la théorie soviétique au plein moment de la guerre froide, au plein cœur de la guerre froide. Eh bien, il n'en est rien d'une certaine mesure, et beaucoup de recherches récentes le prouvent, et c'est pour ça qu'il fallait, disons, tout le savoir, toute la recherche érudite d'un spécialiste de l'histoire de biologie et agrégé de biologie, enseignant de sciences de la vie et de la Terre, puisque c'est le terme consacré, qui est Guillaume Suin, qui est également un militant communiste de choc, et je le remercie à ces deux titres. Voilà, je précise que le livre a été préfacé par un agrégé de philo, lui aussi grand militant, qui est Georges Gastaud, et donc c'est une offensive que nous avons, disons, bien pensée, parce que voilà, il faut peser les mots, c'est très important, c'est un grand retour du marxisme dans le domaine de la biologie. Pour moi, c'est une grande contre-offensive par rapport à toutes les dérives qu'il y a eu, au fait qu'on ait complètement baissé la garde devant, on pourrait appeler une ontologie libérale, la théorie de l'homo economicus. Et donc le marxisme sort du clan des simples sciences humaines auxquelles il avait été cantonné, pour devenir quand même, n'oublions pas que le marxisme c'est aussi une Weltanschauung, comme on dit, c'est-à-dire plus qu'une vision du monde, vraiment une théorie globale. Et sans plus attendre, je passe la parole à Guillaume. Et merci beaucoup d'être là. Bah, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi la librairie Tropique de nous accueillir. Voilà, en fait, moi je suis pas du tout, je voudrais pas faire peur aux spectateurs avec une sorte de réhabilitation, parce que c'est pas du tout ça l'idée du livre, hein, de l'expérience en agronomie de Lysenko en URSS. Mais justement, je pense que l'idée, moi je suis pas un philosophe, j'ai pas une formation de philosophie, je suis plutôt un biologiste qui a étudié un peu le marxisme pour des raisons personnelles et de militantisme, et qui naturellement a réuni en fait les deux histoires pour, parce que voilà, c'était quelque chose de logique. C'est à ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser, disons, un peu à la philosophie des sciences, et à me rendre compte qu'il y avait un champ qui avait été laissé de côté pendant très très longtemps, qui est la critique marxiste des théories biologiques. Donc, si on remonte au début de cette histoire, on trouve Marx et Engels, et en particulier si Marx est connu pour comment dire, le développement en matérialisme historique, on oublie souvent que Engels est lui connu pour le développement qu'il a fait du matérialisme dialectique, et en particulier concernant les sciences de la nature, puisqu'il est connu pour son livre Dialectique de la nature, qui était un premier ouvrage dans lequel il a essayé de théoriser un petit peu ce qu'on appelle les lois dialectiques, les lois du matérialisme dialectique. Voilà, et puis l'histoire s'est développée, on a eu effectivement des savants qui se sont intéressés au marxisme pour essayer de comprendre quelque chose, enfin de mettre une sorte de clé de voûte sur comment dire, cette histoire du darwinisme. Et finalement, il y a eu des livres au début du XXe siècle qui ont existé, notamment, je pense à un livre qui a été écrit dans 1935, qui s'appelle Biologie et marxisme, de Marcel Prenant, qui est un communiste, qui est aussi un biologiste, qui a fait un travail assez intéressant sur, comment dire, sur Darwin et sur ces liens, sur les liens qu'il pouvait y avoir entre Darwin et le marxisme. C'est lui qui s'était opposé à la théorie des deux sciences. Alors, l'idée des deux sciences est arrivée effectivement après, et ça a été, comment dire, l'objet d'un malentendu, un gros malentendu, qui a mis fin à cette histoire de la critique marxiste des sciences biologiques, puisque avec Lysenko, effectivement, on a eu un épisode qu'on pourrait dire malheureux, mais finalement qui a eu aussi des aspects intéressants. Alors j'y reviendrai après, mais c'est pas du tout le centre de mon livre. Le centre du livre, c'est que à partir du moment où
il y a eu cette histoire Lysenko, et par la suite toutes les critiques, y compris d'ailleurs marxistes, d'Althusser et d'autres, il y a eu un point final à cette histoire. Voilà. C'est-à-dire que le marxisme s'est arrêté à la critique de surface des théories biologiques, sans plus parler du tout de la génétique, sans parler du darwinisme, et en ne parlant que de l'utilisation qu'on pouvait faire de ces théories en politique. Comme tu disais, la génétique a été utilisée beaucoup par les théories fascistes. Donc c'est effectivement, on voit qu'il y a une utilisation spontanée de certaines théories biologiques qui montre que la critique marxiste reste importante jusqu'à présent. Après Althusser, il y a eu une sorte de manque. Il y a eu, un arrêt de ce travail de critique marxiste. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on assiste à une sorte de crise, puisque c'était un peu l'idée au début du XXe siècle. Hein. Il y a souvent eu des crises en sciences, des crises qui sont des crises de croissance. D'un côté, on a une recherche scientifique, une recherche au niveau de la génétique et du darwinisme qui s'est développée, qui a abouti à une crise de ce qu'on appelle le néo-darwinisme aujourd'hui, dans laquelle on ne sait plus très bien ce que signifie le terme de gène. On avait une notion assez aboutie de ce que c'était qu'un gène jusque dans les années 70-80, pour arriver finalement aujourd'hui à une relativisation extrême de ce que c'est qu'un gène. Et finalement, derrière cette crise, personne n'était là pour rechercher l'origine de ces critiques-là. Et personne, disons que voilà, l'affaire Lysenko inhibait toute possibilité de critique marxiste aujourd'hui sur les développements les plus actuels de ces théories néo-darwiniennes. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte du livre. Alors je ne vais pas en rentrer trop dans les détails parce que je sais que c'est un petit peu compliqué. Je voudrais montrer simplement que c'est peut-être... on peut parler un certain nombre de choses de façon plus simple, mais peut-être je voulais commencer par mettre en évidence que les scientifiques eux-mêmes, quand les marxistes ne s'occupent plus de ce genre de critique scientifique, ont une sorte de... ils cherchent à... Je suis en train de me perdre là un petit peu. Désolé, vous couperez au montage. Hein. Si on parlait de l'épigénétique, peut-être des nouveautés qui font que de toute façon le néo-darwinisme est en crise, que tout le monde comprenne. Je pense que, en fait, l'idée c'est que voilà, quand on a eu cette crise du néo-darwinisme, on a eu un certain nombre de scientifiques qui ont essayé de retrouver, y compris dans le marxisme, et même dans les années les plus graves de l'anticommunisme, des solutions à cette crise. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Stephen Jay Gould, par exemple, qui est assez connu dans le monde des évolutionnistes et qui fait des livres qui ont été des best-sellers, hein, qui a écrit en 1987, dans un livre qui s'appelle Un hérisson dans la tempête, un passage, je voulais juste le citer parce que ça me paraît important de montrer que à partir du moment où les marxistes ne s'occupent plus de cette question, enfin, en tant que philosophes, hein, les scientifiques, eux, spontanément, retrouvent ou redécouvrent certaines lois de la dialectique. Et c'est une bonne introduction, quelque part, au travail que j'ai essayé de faire, de mon point de vue, puisque c'est essayer de retrouver les lois de la dialectique dans les derniers développements de la recherche scientifique. Donc il dit, je me permets de lire, hein, c'est pas très long, il dit « Ainsi nous pouvons analyser une situation sociale complexe en y distinguant telle quantité de lois biologiques d'une part et telle quantité de comportements sociaux de l'autre. Il nous faut comprendre au sein d'un tout les propriétés naissantes qui résultent de l'interpénétration inextricable des gènes et de l'environnement. Bref, nous devons emprunter ce que tant de grands penseurs nomment une approche dialectique, mais que les modes américaines récusent, hein, c'est un américain, Stephen Jay Gould, hein,
en y dénonçant une rhétorique à usage politique. La pensée dialectique devrait être prise plus au sérieux par les savants occidentaux et non écartée sous prétexte que certaines nations de l'autre partie du monde en ont adopté une version figée pour asseoir leur dogme. Les questions qu'elle soulève sont sous une autre forme, les questions de l'opposition entre réductionnisme et holisme, qui sont à présent si brûlantes dans tous les domaines de la biologie, où les explications réductionnistes ont atteint leurs limites et où pour progresser, il faudrait de nouvelles approches pour traiter les données existantes, au lieu d'accumuler encore davantage de données. Lorsqu'elles se présentent comme les lignes directrices d'une philosophie du changement, et non comme les préceptes dogmatiques que l'on décrète vrais, les trois classiques de la dialectique illustrent une vision holistique dans laquelle le changement est une interaction entre les composantes des systèmes complets et où les composantes elles-mêmes n'existent pas a priori mais sont à la fois les produits du système et des données que l'on peut faire entrer dans le système. Ainsi, la loi des contraintes qui s'interpénètrent témoigne de l'interdépendance absolue des composantes. La transformation de la quantité en qualité défend une vision systématique du changement qui détruit les entrées de données incrémentielles en changement d'état, et la négation de la négation décrit la direction donnée à l'histoire, car des systèmes complexes ne peuvent retourner exactement à leur état antérieur. Alors c'est un petit peu compliqué, mais en fait ce qu'il est en train de dire, c'est que dans une présentation darwinienne très actuelle, il est en train de retrouver en fait les trois grandes lois de la dialectique qui étaient énoncées par Engels. Lui, c'est pas spécialement ce qu'on pourrait appeler un marxiste, Stephen Jay Gould, mais c'est quelqu'un qui se rend compte, spontanément par son travail, de l'intérêt de ce qu'on appelle vulgairement le matérialisme dialectique, pour mieux comprendre son propre travail. Et là-dessus, je rappelle aussi, dans les années 80, comme il était très en vogue, ce monsieur, il s'agit d'un saltationniste. C'est-à-dire que dans le darwinisme, on avait deux grands courants à cette époque-là. Le gradualisme, c'est-à-dire le darwinisme orthodoxe, dans lequel on considère que les espèces évoluent par petites touches, donc par petites mutations, et qu'il n'y a jamais de bon qualitatif. Et puis un autre courant, qui est un peu plus récent, et qui était porté par Stephen Jay Gould, et qui s'appelle le saltationnisme. Et le saltationnisme était en fait l'idée selon laquelle les espèces restaient longtemps telles quelles, enfin, ou vivaient une espèce de stase, où il n'y a pas beaucoup de changements, et brusquement on a un changement qualitatif qui fait naître une nouvelle espèce. Donc concrètement, à ce moment-là, on avait une vraie proximité entre le point de vue marxiste qui insiste justement sur les bons qualitatifs, et puis cette théorie saltationniste qui ne venait pas du tout du marxisme, mais qui ressemblait beaucoup à ce qu'on pouvait dire à une certaine époque. Donc c'est normal, à la limite c'est normal qu'ils disent ça. Moi j'insiste sur cette idée-là parce que à une époque, en 87, quand il écrit ça, on est dans une époque qui précède la chute de l'Union soviétique, on est au paroxysme disons, l'anticommunisme ou l'antisoviétisme. Malgré tout, il trouve ça intéressant de revenir là-dessus, et malgré cette histoire de l'affaire Lysenko dans les années 40, qui avait normalement donné un coup d'arrêt à ce lien. Voilà, donc c'est une sorte d'introduction parce que c'est pas non plus le centre du livre, mais c'est un peu pour contextualiser. C'est important de rappeler que quand on recommence à critiquer d'un point de vue marxiste les dernières données de la recherche scientifique, en particulier en génétique, on a besoin de justification, on a besoin de recontextualiser. C'est pour ça que le sous-titre du livre est « Dépasser la légende noire de Lysenko », parce que il faut qu'on... Dépasser, ça ne veut pas dire réhabiliter, ça veut dire tirer les enseignements de ce qui a pu être fait à ce moment-là et à cet endroit-là, et puis aller de l'avant, parce que la critique marxiste, normalement, n'est pas ne doit pas s'arrêter à ce qui a pu être des erreurs, quoi. C'est aussi l'art de l'autocritique, le marxisme. Et Althusser a fait un barrage Alors, sur Althusser, j'ai un petit peu étudié la question, bien que ce soit Althusser, c'est pas un biologiste. Il s'est adressé, où il y a eu une polémique avec Jacques Monod, qui lui, un biologiste, prix Nobel de médecine, qui avait écrit notamment Le hasard et la nécessité, et qui faisait suite à cette affaire Lysenko. Il a beaucoup écrit là-dessus.
Althusser et puis donc ses disciples, hein, enfin des marxistes qui ont suivi, ont commencé à, comment dire, à avoir un discours sur la science qui est plus distant. Donc, c'est-à-dire à essayer de légiférer sur ce qui pouvait être politisé ou pas être politisé, en particulier dans les sciences de l'évolution qui sont les plus polémiques en réalité, qui sont celles qui couvrent les questions les plus sensibles. Le mystère de la vie, à la limite, en plus ça s'inscrit dans les questions politiques puisque ça traite de l'environnement dans lequel l'homme lui-même est né. Donc, puisque ces questions sont sensibles, évidemment que le marxisme doit s'intéresser à ça. Voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, alors, bon, je parlais de Stephen Jay Gould tout à l'heure, mais depuis, la crise du néo-darwinisme s'est approfondie. La notion de gène a été vraiment, franchement relativisée, à tel point qu'on ne l'enseigne plus sous la forme classique, même au lycée, hein, enfin même dans le secondaire. Les mutations ne sont plus non plus officiellement à la base de l'évolution des espèces. On essaye aussi de relativiser ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, on a des nouvelles théories qui sont parties. Alors voilà, la plus connue, celle qui a été le plus, disons, popularisée, est celle de Jean-Jacques Kopiec et Pierre Sonigo, qui sont, enfin Jean-Jacques Kopiec, c'est un immunologiste. Et voilà, c'est ceux qui ont écrit en 2000 un best-seller qui s'appelle Ni Dieu ni gène, et qui était en fait une proposition sur les théories de l'évolution réactualisées pour revenir au darwinisme fondamental, c'est-à-dire le darwinisme d'avant l'essor de la génétique. De la génétique qui en fait n'est pas, enfin je le dis simplement parce que c'est important de le comprendre, il y a deux histoires, il y a l'histoire du darwinisme d'une part, et il y a l'histoire de la génétique d'autre part. Et la jonction entre ces deux histoires a donné naissance à ce qu'on appelle le néo-darwinisme, qui simplement donnait un cadre avec la génétique aux variations que proposait Darwin pour expliquer après, la sélection naturelle, le tri à partir duquel la sélection naturelle pouvait opérer. Donc Darwin ne connaissait pas l'existence des gènes, et voilà, il donnait simplement un cadre théorique pour expliquer que dans une espèce, on a une population où des variations sont possibles dans tous les sens, de façon aléatoire, et à partir desquelles il y a un tri de l'environnement pour sélectionner les individus les plus avantagés dans tel milieu, sans parler jamais de gènes. La génétique est venue couvrir ça, pour dire, voilà, les variations, ce sont des mutations génétiques, et la sélection naturelle opère donc sur des changements individuels, aléatoires, qui n'ont rien à voir avec le milieu, qui n'ont rien à voir avec l'influence de l'environnement. Quand je parlais de Kopiec-Sonigo, ils reviennent au darwinisme, c'est-à-dire à cette variabilité individuelle, et à la sélection naturelle de cette variabilité sans avoir recours aux gènes. C'est-à-dire qu'ils actent le fait qu'il n'y a plus d'explication fondamentalement génétique, mécaniste, instructionniste, mais quelque chose qu'ils appellent, eux, la liberté ou le libéralisme cellulaire. Je ne sais pas bien s'ils ont mis un vrai nom, un vrai label sur leur proposition, mais c'est intéressant de voir à quel point cette nouvelle théorie ressemble, puisque maintenant il n'y a plus de philosophie politisée, je dirais, ou marxiste qui s'intéresse à cette question, est spontanément conforme à l'idéologie actuelle, qui est le libéralisme, enfin qui est le libéralisme issu d'Adam Smith. Et quand on lit Ni Dieu ni gène, eh ben on lit en fait des allusions à Adam Smith à toutes les pages, parce que c'est l'histoire de la main invisible. Adam Smith, c'est la main invisible du marché qui autorégule spontanément les variations sans intervention de l'État dans la société. Enfin, on connaît cette théorie, adaptée aux cellules dans un organisme ou adaptée aux individus dans une espèce. On finit par avoir une régulation spontanée qui ressemble à cette main invisible, dans laquelle on n'a pas besoin d'hérédité génétique. Voilà. Je ne fais que citer aussi parce que ça, c'est une théorie montante, qui n'est plus le néo-darwinisme tel qu'on l'a conçu pendant tout le XXe siècle, mais dont on peut constater qu'elle est conforme à l'idéologie politique actuelle, sans qu'aucun
aucune intervention philosophique et politique ne soit venue les influencer. On a fait de la sélection naturelle. Voilà, c'est la sélection naturelle des idées. Mais donc c'est intéressant parce que d'un point de vue épistémologique, finalement, on n'arrive jamais à se départir du contexte dans lequel on construit les théories. On ne peut pas dire que par empirisme, les scientifiques, sans jamais intervention matérialiste pour essayer de construire les théories, eh bien, pourraient s'en tirer avec des connaissances pures. Y compris dans les sciences de l'évolution qui sont les plus difficiles, parce que c'est très difficile d'expérimenter là-dessus. Très facile d'expérimenter sur la génétique, pas sur les sciences de l'évolution. Donc, si je dois répéter, alors tu parlais d'épigénétique, c'est peut-être un cadre intéressant, parce que c'est la nouvelle révolution, dans laquelle justement les marxistes ont peut-être leur mot à dire, encore plus que dans cette précédente théorie. Je voudrais rappeler là encore le cadre historique, qui est celui bien connu de la polémique sur l'hérédité des caractères acquis, d'une part, et sur le darwinisme, d'autre part, conçu comme étant l'impossibilité, l'influence du milieu sur l'hérédité des individus. Donc d'une part, vous connaissez peut-être Lamarck, qui est le premier transformiste français, l'un des premiers transformistes, qui était une des influences de Darwin, et qui lui, si je peux un peu caricaturer ce qu'il proposait, c'est l'histoire de la girafe, hein, qui tire sur son cou pour aller chercher les feuilles. Si les arbres sont de plus en plus hauts, les individus, enfin les girafes, tirent toujours plus sur leur cou, donc font des enfants, font des descendants qui ont des coups plus longs, et ainsi de suite. Et on finit avec des girafes qui ont un cou très long. Ça, c'est la forme la plus comment dire, voilà, caractéristique de ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Là-dessus, on a eu Weissmann, qui est un savant de la fin du XIXe siècle, qui a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'hérédité des caractères acquis. Notamment, il a fait une expérience en coupant la queue des souris pendant X générations pour constater qu'il n'y avait jamais de souriceaux qui naissaient avec des queues plus courtes. Donc voilà, une façon de caricaturer un peu ce qu'avait dit Lamarck. Et donc voilà, c'est la base à partir de laquelle Darwin a dû construire, lui, sa propre théorie qui était plus sérieuse, puisque elle se fondait sur ce qui est resté opérationnel pendant tout le XXe siècle, hein, le couple hasard-sélection. Mais d'un point de vue philosophique, la question n'a jamais été réglée en réalité, parce qu'elle a opposé pendant tout le XXe siècle des tenants de l'hérédité des caractères acquis qui considéraient que finalement le milieu doit influencer les individus, doit pouvoir influencer les individus et leur descendance, contre les tenants de la génétique formelle pour lesquels tout est inné, quoi. Et finalement l'environnement ne ferait que sélectionner des individus déjà faits. Alors on imagine bien qu'il y a un caractère spontanément ou potentiellement réactionnaire dans cette idée d'inné des tenants de la génétique formelle, et que, disons, tous ceux qui ont voulu faire une critique matérialiste, y compris marxiste, mais pas seulement, hein, tous ceux qui ont voulu faire une critique matérialiste de ces conceptions, ont toujours été un peu portés sur l'hérédité des caractères acquis, parce que c'était une chance de donner, enfin, c'était une façon de donner au milieu une place que la génétique formelle lui interdisait. Donc le débat entre Lamarck et Darwin a été clos par cette histoire de Weissmann. Il n'y a pas d'influence de l'environnement sur les gènes. Les gènes évoluent au hasard, les mutations sont accidentelles et elles ne sont sélectionnées qu'après coup. Il y aurait une lignée somatique et une lignée germinale qui seraient indépendantes l'une de l'autre. La lignée germinale, c'est les cellules sexuelles qui assurent la descendance, enfin, et qui ne sont, enfin, cette lignée germinale n'est jamais soumise aux influences du milieu, toujours séparée de l'influence du milieu. Là-dessus, puisqu'il faut rappeler un petit peu comment Lysenko, qui est un agronome soviétique, avait parlé de ça, il y a quelques nuances à apporter. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle un lamarckien,
Alors il faut être précis parce que c'est intéressant pour parler des pics génétiques aujourd'hui. Lysenko et les agronomes soviétiques, jusqu'à un certain point, parlent d'hérédité des caractères acquis, mais en disant qu'il s'agit d'une hérédité des caractères acquis par l'habitude. Ils parlent aussi d'hérédité métabolique. Alors c'est très différent parce que ça échappe à l'expérience de Weissmann sur les souris à qui il coupait les queues pour voir si les descendants avaient des queues plus courtes. L'idée de Lysenko, enfin ce qu'il prétendait avoir découvert d'ailleurs... Oui, mais c'était pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être, oui, on parlait de Mitchourine au départ, mais bien sûr, c'est pas à lui de découvrir, même s'il ne l'avait pas découvert, cette idée-là est intéressante dans le sens où, en agronomie, le fait de placer une plante, c'était plutôt les végétaux dont il s'occupait, c'était un agronome, le fait de placer des plantes dans un certain environnement, donner à la descendance des capacités de résistance à ce même environnement qui ne s'exprimait que tant que cet environnement ne changeait pas. Donc en réalité, stresser une plante avec n'importe quel pathogène ou avec une sécheresse, je ne sais pas, provoque une résistance de cette plante et on se rend compte que la descendance est capable de développer plus vite ce genre de résistance parce que la plante d'origine avait développé ça. Et cette résistance acquise faisait l'objet donc de cette théorie de l'hérédité des caractères acquis par l'habitude, parce que si ça n'était pas dans le même milieu, on ne voyait pas cette résistance qui était acquise. Il fallait que le milieu soit le même pour que ça se voie. Donc à cette nuance près, effectivement, aujourd'hui, la grande révolution de l'épigénétique, c'est précisément de parler de cette capacité qu'ont les individus végétaux, mais animaux aussi, de développer des caractères acquis et transmissibles. Alors on pourrait tomber, c'est vrai qu'on a passé tout le XXe siècle à gloser sur l'hérédité des caractères acquis, sur Lysenko, sur Lamarck. Maintenant, de dire qu'il est possible pour des végétaux, pour des animaux, et même pour l'homme, je pourrais préciser après, mais il y a des expériences qui sont intéressantes par rapport à ça, qui ne sont pas du tout faites par des agronomes soviétiques, mais par des gens d'ici, voilà, qui sont des savants officiels, qui font des recherches. On stresse des plantes, avec tel pathogène par exemple, ou tel parasite, développe une résistance qui se transmet à X générations. Et on voit très bien l'intérêt, parce que, en fait, au-delà de toute influence politique, le problème d'aujourd'hui, c'est les pesticides, c'est c'est l'agriculture bio. Donc c'est toute une série de questions qui sont posées sur l'agriculture mondiale, dans lequel évidemment on essaye de trouver des alternatives à une agriculture intensive qui a utilisé massivement les pesticides avec les dégâts qu'on peut observer à l'échelle mondiale. Donc on voit bien les enjeux derrière ce type de recherche, c'est-à-dire qu'on oublie facilement les enjeux politiques ou philosophiques qu'il y avait derrière, et on ne garde que l'intérêt économique qui existe objectivement aujourd'hui. Donc c'est une révolution, l'épigénétique. On est en train de découvrir dans beaucoup de domaines qu'effectivement il y a une possibilité de transmission de ces caractères. Évidemment, sans jamais parler ou reparler de ce débat qui a été très très important pendant tout le XXe siècle. Alors, c'est pas à moi d'en reparler, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'épigénétique, mais c'est intéressant de voir qu'on est dans une période où, précisément, il suffirait d'en reparler pour que le marxisme, pour que ça déclenche des appétits marxistes sur ces sujets-là, quoi. C'est pas forcément à moi de le faire, ou disons que là, je me suis trouvé à cette place-là, étant à la fois biologiste et marxiste, de faire ce genre de rapprochement, mais c'est pas ma spécialité non plus. Alors, la proposition que je fais dans... Oui, vas-y. Oui, parce que ce que je comprends bien, c'est Kupiec et Sonigo dans Ni Dieu ni Jeune développent des théories qui devraient plutôt aller dans ton sens, mais tu dis, ils parlent d'Adam Smith, ils ont une sorte de vision mentale qui est celle de l'homo economicus libéral. Oui, alors comment est-ce que c'est possible? Ben voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans une période comme aujourd'hui,
où il y a une crise du néo-darwinisme et de la génétique, c'est très facile de critiquer des théories qui sont en chute, enfin qui sont en crise. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc c'est pas très compliqué parce que la crise est là. Je veux dire, la relativisation du gène est là. Donc on peut revenir sur toutes les critiques qui avaient été faites au cours du XXe siècle sur la génétique et dire que finalement c'était vrai. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer ou de critiquer positivement ou négativement une théorie montante comme celle de Kupiec-Sonigo dans Ni Dieu ni gène et des livres ensuite qu'ils ont fait mais qui tiennent de la même proposition. Mais on se rend compte tout de suite aussi que enlever la génétique et revenir au fondement du darwinisme n'est pas revenir forcément au matérialisme. Alors eux le prétendent, ils prétendent que c'est une réoffensive matérialiste sur un néo-darwinisme qui était entaché d'un idéalisme génétique, d'un mécanisme comme ça. Là-dessus, ils ont raison. Par contre, leur offensive matérialiste reste attachée à une forme de libéralisme qui montre qu'ils ont quand même des partis pris. Et ils reviennent à ce que Marx avait fait, Marx et Engels avaient fait comme critique à Darwin au XIXe siècle, qui était de dire, voilà, Darwin a un aspect très matérialiste dans le sens où il propose un modèle d'évolution qui s'inscrit dans la matière. Par contre, il y a aussi un aspect idéaliste dans Darwin lui-même, et notamment dans son aspect malthusien, qui était à la mode à l'époque, mais finalement, le malthusianisme de Darwin ressemble beaucoup au libéralisme de Kupiec et Sonigo. Démenti, c'est le travail de Patrick Thor, dont nous parlons tout à l'heure, c'est complètement démenti par la filiation de l'homme. Alors ce qui est intéressant dans ce que dit Patrick Thor par rapport à ça, c'est que lui, d'après ce que j'ai compris, c'est un partisan du gradualisme darwinien, donc du darwinisme orthodoxe, celui qui considère qu'il n'y a pas de saut qualitatif, ce que je disais tout à l'heure, hein, dans l'opposition entre les darwiniens gradualistes et les darwiniens saltationnistes. Patrick Thor est pour un retour aux fondamentaux du darwinisme, puisque Darwin était gradualiste lui-même. C'est pas ça du tout le fond de la critique de Patrick. Hein. Attends, elle ne parle pas du tout là-dessus. Je sais, mais je reparle du fondement. C'est sur les instincts sociaux. Et derrière, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que quand on parle de l'homme, il parle d'une loi éliminatoire, qui est la sélection naturelle, qui, d'un point de vue marxiste, et quand on parle de négation de la négation, est une loi qui peut se retourner contre elle-même, et qui donc s'est donc éliminée au moment de la naissance, de l'émergence de l'homme, et qui explique que finalement, la sélection naturelle ne s'exercerait plus sur l'homme parce que c'est une loi éliminatoire qui s'est éliminée elle-même. C'est une forme de dialectique qui pouvait exister directement chez Darwin, enfin dans ce qu'il avait écrit à la fin de sa vie, quoi. Non, c'est pas ça non plus, ce que dit Patrick. Ah bah, moi c'est ce que j'ai compris. Ah oui, mais c'est pas ça non plus. Enfin bon. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est sur l'idée du malthusianisme, puisque au contraire, il va s'élever contre ça. Ah oui, mais peut-être on parlait peut-être pas de la même chose. Oui, mais c'est le d'accord, sur le malthusianisme, ok, peut-être. Darwin porte une critique totalement symétrique et homogène à celle de Marx sur Malthus. C'est ça que j'ai rappelé. Et c'est ce que rappelle, entre autres, Patrick. D'accord, ok, bon, on ne s'est pas compris. Alors, mais sur cet autre aspect... Il n'y a pas d'aspect malthusien l'effet réversif de l'évolution, c'est un aspect intéressant aussi de ce qu'il avait écrit. Mais peu importe, hein, c'est pas spécialement ce que je voulais dire non plus. Bon, alors donc, ce contexte étant retracé, disons que je fais dans ce livre une proposition qui s'inscrit pas ni dans le néo-darwinisme, ni dans les propositions ultérieures de Kupiec-Sonigo ou même Patrick Thor. Lui, son ambition n'est pas de faire une proposition englobant Darwin, mais de reparler de Darwin, voilà, par rapport à tout ce qui avait pu en être fait par la suite. Et donc de revenir aussi aux fondamentaux par rapport à ça. Ici, je dirais que toute la crise du néo-darwinisme aboutit à une relativisation des gènes qui ne nous fait pas dire que les gènes n'existent pas. Bien sûr qu'il y a de la génétique, il y a de l'ADN, il y a l'existence de déterminants transmissibles qui sont inscrits dans l'ADN, etc. Simplement, l'interprétation de ces théories peut être refaite
à la lumière de ce qu'on a découvert très récemment. Alors je vais m'expliquer. Il s'agit de faire une sorte de définition de la vie, de la matière vivante. Alors ça peut paraître un peu ambitieux, mais disons que c'est une proposition qui a au moins le mérite d'être offensive, et donc soumise à une critique claire aussi. Une définition de la vie selon laquelle il y a une autoconservation qui s'inscrit dans, qui est une dynamique propre à la matière vivante et qui, comment dire, s'inscrit dans la capacité de l'ADN et de l'ARN, des acides nucléiques à la base, à l'origine de l'histoire de la vie, à s'auto-répliquer. Donc, pour reprendre depuis le début, on peut faire des observations à 3 niveaux qui peuvent étayer cette proposition, qui permettent de distinguer la matière vivante de tout le reste de la matière non vivante ou inorganique, en tant que matière capable ou que matière tentant de se conserver elle-même dans le temps, sans jamais pouvoir y arriver. Cette proposition-là peut s'expliquer à plusieurs niveaux, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et au niveau des organismes. Alors je vais faire très court, je ne veux pas entrer dans les détails pour pas faire peur. On sait que, je vais donner juste un exemple au niveau des gènes, on connaît beaucoup de mécanismes aujourd'hui de gènes qui sont capables de se réparer pour éviter les mutations. Alors ce sont des systèmes qui existent dans tous les organismes vivants et qui sont des enzymes capables de repérer là où l'ADN a subi des mutations accidentelles et qui sont capables donc de réparer ces mutations. Alors c'est quelque chose qui est comment dire, admis par tout le monde, on a généralisé ça à tout le règne vivant. Par contre, on ne pose pas la question très gênante, qui est celle du moteur de l'évolution, selon la théorie darwinienne, puisque le moteur, c'est justement les mutations. Si la vie a innové au point de lutter contre les mutations avec ses perfectionnements moléculaires, il y a quand même un problème sur comment évolue la matière vivante. La matière vivante, ou les cellules, sont capables de limiter au maximum leurs mutations, grâce à des systèmes moléculaires très complexes. Un système SOS, par exemple. Alors, comment comprendre ça? Les idéalistes comprendraient ça en disant, voilà, c'est la preuve que la matière vivante ne doit pas évoluer, et que donc il n'y a pas d'évolution des espèces, qu'on est fixiste. Il y a un retour des fixistes aujourd'hui, hein, qui estiment que l'évolution des espèces est un leurre, que c'est une vue de l'esprit, et que donc ça pourrait leur faire plaisir à la limite. Mais si on va un peu plus loin, on pourrait dire que la capacité de la matière vivante à freiner son évolution ou à lutter contre la désorganisation de sa structure est une qualité qui a commencé dès le début, dès la propriété des premières molécules d'ADN à se dupliquer elles-mêmes dans un milieu. On connaît très bien ce monde à ADN, monde à ARN au début. C'est une théorie qui dit que les premières molécules de la vie étaient donc ces molécules-là, douées d'une faculté étrange, mais qui existe, qui est de se dupliquer, de se répliquer. Alors au début c'est très simple, mais finalement des innovations se sont accumulées progressivement, et on aboutit à des formes de vie qui sont extrêmement perfectionnées dans le sens d'une lutte contre l'évolution. À ce niveau-là, on se rend compte aussi que lutter contre l'évolution dans un milieu qui ne cesse de changer, c'est impossible. Donc ça ne peut être qu'un mouvement ou qu'un contre-mouvement ou qu'une autocorrection permanente, donc quelque chose de dynamique et non pas quelque chose de fixiste. Et c'est ce métabolisme, ou ce métabolisme cellulaire, moléculaire, etc., capable de lutter contre les changements, et donc en soi une matière en mouvement, simplement fondée sur des mécanismes de plus en plus perfectionnés. Donc, par contre, le milieu autour des organismes changeant tout le temps,
il faut changer pour ne pas changer. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un autre exemple, et je m'arrêterai là, je ne veux pas rentrer dans les détails. On parle souvent de polymorphisme, c'est-à-dire de variabilité des individus dans une population, qui est la seule chance pour une espèce de survivre dans un milieu changeant. Puisque on sait très bien qu'un clone, par exemple, de végétaux plantés dans un champ, donc ayant tous les mêmes gènes, si un virus arrive dans le champ, il décime toute la population d'un coup. Donc la variabilité, c'est-à-dire le fait que tous les individus puissent avoir des gènes différents, ou des versions alléliques différentes, donne une chance à certains de survivre. Donc ça, c'est le mécanisme darwinien, sur lequel on ne revient pas. Mais ce mécanisme est une façon de lutter contre le changement, en réalité, à la base. Tous les généticiens des populations le disent comme ça, en tout cas. Et c'est la base, on parle de négation de la négation, c'est la base, en fait, d'un changement qui va être la naissance d'une nouvelle espèce. Si je refais donc le chemin, on a des propriétés de plus en plus perfectionnées de lutte contre les changements qui aboutissent à des changements d'espèces. Donc on revient à cette diversification des espèces que Darwin avait commentée, qui est une nécessité antagonique ou contradictoire de cette propriété de la matière vivante à essayer toujours de ne jamais changer. Alors on peut penser à tout ce qu'on connaît en termes de biologie, tout ce qu'on connaît dans le fonctionnement de l'homme, par exemple, en médecine, en physiologie, en immunologie, la lutte contre les maladies. Dans énormément de domaines, on peut comprendre ce que c'est que la matière vivante dans ce sens-là, c'est-à-dire des stratégies qui se sont accumulées avec le temps et qui ne sont pas, c'est pas une vision vitaliste, hein, parce qu'elles s'inscrivent dans quelque chose au départ qui peut se comprendre très bien, qui est la capacité autoréplicative de l'ADN. Et non pas quelque chose de magique qui serait inscrit comme une sorte d'esprit ou d'âme à l'intérieur des êtres vivants. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un petit peu clair, mais voilà, ce point de vue-là, disons, comment dire, s'oppose à la fois à une vision néo-darwinienne qui ne voyait comme moteur de l'évolution que le couple hasard-sélection, là où je propose de voir ce couple hasard-sélection comme une première stratégie, qui a ensuite été une stratégie pas volontaire, hein, mais en tout cas un mécanisme spontané, je veux dire à la base ou à l'origine historique de l'histoire de la vie, mais qui s'est perfectionné ensuite en élaborant un certain nombre d'innovations jusqu'à des espèces qui sont capables de stabiliser leur milieu pour essayer de ne plus changer, justement en essayant de faire en sorte que le milieu non plus ne change pas, et pour arriver effectivement à l'espèce humaine qui, elle, est la forme la plus, disons, la plus aboutie, pas forcément la dernière, enfin la plus aboutie dans cette conception selon laquelle, pour essayer de ne plus changer, on essaye aussi de freiner le changement environnemental. Voilà. Puisque notre environnement est presque entièrement dominé par nous à l'heure actuelle. Donc il y a plein de stratégies différentes pour aboutir à une vision, disons, à une proposition sur une définition de la matière vivante qui peut paraître un peu ambitieuse, mais qui a au moins le mérite d'être courte, d'inscrire dans cette proposition une logique ou une nécessité de l'évolution comme négation de la proposition de départ. C'est-à-dire que pour ne pas changer, il faut évoluer parce que sinon il n'y a pas de survivants. Donc c'est comme si l'évolution était une conséquence directe et logique de cette propriété de la matière vivante. Alors c'est pas de la magie non plus, je pense que quand on lit la littérature sur la génétique moléculaire actuellement, il n'y a rien de magique. Simplement, on pose que les mécanismes ont pu se perfectionner au cours du temps. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les néo-darwiniens jusqu'au bout. Hein. Ils sont jusqu'à une impasse qui était de dire que finalement, il fallait une infinité de gènes pour expliquer un organisme vivant, tellement il était complexe. Et au bout du compte, quand on se met à compter les gènes,
mais on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a 10 000 ou il y en a 100 000, où on a moins de gènes qu'une mouche. Donc sur l'aspect quantitatif, on a un problème, quoi. Donc, donc cette proposition que je fais dans le livre est une proposition qui est soumise à la critique, bien sûr, mais qui permet au moins d'avoir quelque chose de plus compact que la définition actuelle qui existe de la vie. Alors peut-être que pour ceux qui ont fait des études de biologie, ils ont été confrontés à cette définition, qui est en fait une liste de propriétés. Quand on regarde la définition de la vie, sur Wikipédia, etc., on a, la vie c'est ce qui est capable de se reproduire, ce qui est doué d'une fonction de nutrition, ce qui est capable d'évoluer, et on a donc une liste donc, très éclectique, à partir de laquelle finalement il n'y a jamais d'opposition possible, puisque ça n'est qu'une description sans nécessité qui n'inscrit pas finalement... Description fonctionnelle. C'est une description, voilà, c'est une description qui peut se rallonger autant qu'on veut, ou qui peut se critiquer, on peut enlever des points, en rajouter, mais ça n'est pas une définition, comment dire, opérationnelle pour comprendre ce que c'est que l'évolution. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair à ce niveau. À partir de quel moment on parle de néo-darwinien par rapport à darwinien? Au moment de la découverte des gènes, Bah, disons que... Alors moi je suis pas spécialiste d'histoire des sciences non plus, hein. J'ai appris avec quelques années de lecture, Darwin a proposé un modèle qui ensuite, qui disons au cours de ses écrits, s'est heurté à l'absence d'une théorie de l'hérédité. C'est-à-dire qu'il, ne connaissant pas les gènes, il a été obligé de se soumettre progressivement à la proposition de Lamarck, qui était celle de l'hérédité des caractères acquis. Il lui-même parlait de l'usage ou du non-usage des organes qui disparaissaient ou qui restaient, etc., etc. Donc de thèmes très lamarckiens. Parallèlement, il y a eu une histoire de la génétique qui critiquait donc l'idée de l'hérédité fusion. Des caractères de la mère ou du père peuvent se transmettre indépendamment. Donc ça laissait présupposer qu'il y avait des gènes qui existaient, qui étaient des déterminants déterministes, instructionnistes sur telle ou telle caractéristique de l'individu. Et finalement, le néo-darwinisme, c'est la jonction de ces deux histoires, qui est celle de la génétique, de la description d'une théorie de l'hérédité, de ce point de vue-là, critiquant l'hérédité fusion pour l'hérédité particulière, et du darwinisme lui-même. Alors ça pouvait avoir l'air d'être une jonction logique, puisque Darwin manquait d'une théorie de l'hérédité, et la théorie de l'hérédité, finalement, en tant que telle, sans darwinisme, peut servir à toutes les théologies actuelles. Hein, je veux dire, dans tous les livres pseudo-scientifiques qui sont fixistes et qui parlent de science en disant que Darwin est un Satan qui a inventé une théorie fumeuse de l'évolution, etc., tous les théologiens voient dans la génétique comment dire, un intérêt scientifique ou une caution scientifique à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous quelque chose d'écrit, donc on est intégralement écrit par nos gènes. Donc qui a écrit? Enfin, on voit très bien l'idéalisme qui se cache derrière cette théorie. Maintenant, les généticiens sérieux ont de gros problèmes à définir ce que c'est que le gène finalement. Et on arrive à dire que la génétique, ça n'est que la science des variations, et non pas des caractères. Des variations, c'est-à-dire que s'il y a une mutation sur un gène, on voit une variation dans le phénotype. On peut pas dire, on ne dit plus il y a un gène de la taille du nez, ou un gène de la couleur des yeux, ou etc. etc. Et on a démontré depuis un certain nombre d'années qu'un gène, moi ce que j'ai appris quand j'étais à la fac, un gène c'est une unité, il y avait une définition concrète, c'est une unité de recombinaison, c'est-à-dire que ce qui se recombine pour former un nouvel individu, c'est des unités qui s'appellent des gènes. Une unité de fonction, c'est-à-dire qu'un gène détermine une fonction dans le corps, je sais pas, produire de l'insuline par exemple, et une unité de mutation, c'est-à-dire que une mutation va toucher un gène et donc avoir une conséquence. Or maintenant on sait que aucun caractère de l'organisme n'est déterminé par un seul gène,
mais toujours déterminé par plusieurs gènes. Enfin, on dit sans jamais donner une fonction à tous les gènes, hein, mais pour telle fonction, on peut trouver des mutations dans telle fonction comment dire, modifiée, on va trouver plusieurs gènes mutés, différents, positionnés différemment dans le génome. La recombinaison, c'est pareil, on voit aussi des morceaux de gènes se recombiner entre eux. Donc un gène, c'est une succession de morceaux fonctionnels qui peuvent resservir, associés dans des sens différents, pour former d'autres gènes qui n'ont rien à voir et qui vont comment dire, intervenir dans des fonctions qui n'ont rien à voir dans l'organisme. Et unité qu'est-ce que j'ai dit, de fonction, de recombinaison et de mutation, les trois aspects de cette édition sont envolés en éclats. Donc maintenant, on est bien embêté. L'ADN existe, il y a bien une définition, l'ADN représente bien quelque chose qui s'exprime, mais on a vraiment un gros souci sur le fond de la théorie génétique moléculaire qui, dans les années 60, se fondait sur ce qu'on appelait à l'époque un dogme central. Alors, on n'avait pas peur du mot dogme à l'époque, puisque c'était clairement énoncé comme ça. Le dogme central de la génétique moléculaire, c'était de dire que le milieu n'influençait pas les gènes, mais que les gènes variaient spontanément et que leurs variations étaient sélectionnées. Donc il n'y avait pas d'interaction entre l'environnement et les gènes. C'était le dogme de l'époque. Ce dogme a volé en éclats. Il y a un peu une sorte d'omerta là-dessus, parce que on sait très bien que ce discours n'existe plus aujourd'hui. On sait aussi que les généticiens de l'époque ne présentent plus leur théorie de la même façon aujourd'hui. Ils les présentent avec une sorte de timidité ou de comment dire, en disant que finalement ils ne cherchent plus à avoir une théorie générale, une explication générale de la vie, mais ils ne cherchent plus à dire le vrai, quoi, mais à avancer. Enfin, ils essayent de changer quelque chose dans la philosophie de leur proposition. Et puis, derrière ça, on a une sorte de vide théorique, puisque l'épigénétique, comme je disais tout à l'heure, ce sont de nouvelles découvertes qui sont opérationnelles, par exemple pour les pesticides. C'est quelque chose de très intéressant et qui explose parce qu'on sent qu'on en a besoin. Mais derrière, les questions philosophiques qui sont liées à ça ne sont pas posées. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, je n'ai pas de prétention à dire que le marxisme va résoudre ces questions-là, mais c'est intéressant de voir qu'on est en train de revenir sur l'idée selon laquelle les gènes et l'environnement ne pourraient pas être en interaction, mais n'auraient qu'une influence unidirectionnelle. Ce qui était le seul hiatus dans l'analyse marxiste du monde, c'était le seul point où il n'y avait pas d'interaction entre deux aspects de la matière. Donc là, il y a interaction, maintenant on la voit d'un point de vue pratique, mais il n'y a pas de théoricien pour revenir là-dessus et dire voilà, on s'est trompé là-dessus,